Un parent, dans l'idée générale qu'on se fait, c'est celui qui protège, aime, cajole, soutient son enfant. Et même si effectivement toutes les relations parents-enfants ne sont pas parfaites, dans l'idée sociétale qu'on a, le parent, c'est celui qui te fait venir au monde, c'est celui qui te voit faire tes premiers petits pas, c'est celui qui te donne ton biberon, c'est celui qui changeait tes premières couches, c'est celui qui est censé être là dans toutes les situations. Et globalement, nous attendons ça d'un parent, qu'il soit à fond sur son enfant. Et c'est pour ça que les infanticides ou alors les filicides, le meurtre d'un enfant par son parent nous choque et nous interroge toujours énormément. Pire encore quand ce meurtre est médiatisé devant des millions de personnes et qu'on parle très certainement d'un des plus grands génies de toute l'histoire de la musique, parce qu'on parle ici, mesdames et messieurs, de Marvin Gaye. Son catalogue est absolument incroyable. C'est un homme qui a chanté, raconté, illustré la vie sous tous ses travers, comme on l'a rarement fait. I write my music according to my lifestyle. If I'm sad, I write sad music. If I'm being divorced, I write divorce albums. L'amour, le sexe, bien sûr. Et c'est ce qui rend son catalogue vrai, beau, absolument intemporel. Vous le connaissez parce que ses tubes sont repris chaque jour. Ils inspirent chaque jour. En 2008, quasiment 20 ans après sa mort, juste sur la base de son catalogue, il était le 13e artiste le plus rentable de toute l'histoire de la musique. Et chaque jour, chaque heure, même à la seconde où on se parle là tout de suite, et que vous vous abonnez sur cette chaîne, et que vous likez, et que vous commentez, ces tubes continuent de rapporter des millions de streams. De l'extérieur comme ça, il n'y a pas de Marvin Gaye dans toute l'histoire de la musique. Déjà, tuer une personne, c'est horrible. Tuer un enfant, c'est catastrophique. Mais on se dit, même un peu bêtement, même un peu maladroitement, tout le monde voudrait avoir un enfant comme Marvin Gaye. Alors, comment son propre père a pu le tuer, en plus la veille de son 45e anniversaire? Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Si vous êtes comme moi, vous en avez marre de mal manger, de passer des heures sur Uber Eats et surtout que vous voulez retrouver votre six-pack comme Usher dans Confession, HelloFresh est votre vie. Le concept est encore plus simple qu'un tube de Joule. Vous allez sur leur site et vous choisissez ce que vous voulez en fonction de vos recettes, de vos goûts, que vous soyez vegan ou en famille. Il y en a absolument pour tous les goûts. Et quelques jours après, les ingrédients vous sont livrés avec les différentes recettes. Vous n'avez plus qu'à cuisiner, pas de stress et un gain de temps absolument incroyable en plus d'un abonnement flexible. Vous pouvez le mettre en pause et le couper exactement quand et comme vous le voulez, et surtout, comme on est en famille, j'ai une offre super cool. Pas simplement pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure parce que vous êtes les bienvenus chez HelloFresh, mais aussi pour ceux qui auraient annulé leur abonnement depuis au moins 6 mois. Vous êtes les bienvenus. On veut vous revoir HelloFresher vos vies. We belong to HelloFresh. Vous pouvez cliquer sur le lien en barre de description pour pouvoir bénéficier de jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box, en plus avec une livraison gratuite en tapant simplement le code 85 music. J'ai moi-même, comme vous pouvez le voir, testé 2 box et franchement, ça me facilite totalement la vie. Bon appétit. Là, nous sommes dans une maison et on regarde un peu par le trou de la serrure à Washington DC au milieu des années 50. Et vous entendez là, il y a un petit garçon qui pleure, vous entendez les petits coups de ceinture qu'on lui donne et ce petit garçon s'appelle Marvin. Il se fait aussi fouetter par son père qui s'appelle Marvin Senior. Et vous vous dites certainement, mais pourquoi est-ce qu'on le frappe? Surtout que voilà, avec notre regard de 2023, on pourrait se dire comment un père ose frapper sur son enfant. Mais nous sommes, faut vous rappeler, dans l'Amérique des années 50, les pères sont extrêmement sévères, avec tout le relent historique qu'il y a derrière. Et si vous vous demandez si Marvin il a fait une bêtise, s'il méritait ça, oui, il a fait une bêtise parce que Marvin est un peu le plus turbulent des 4 enfants de sa mère
Roberta et de son père Marvin. Donc très souvent, il se prend de violents coups, mais pas simplement justement parce qu'il fait des bêtises. Son père est extrêmement strict et frappe aussi tous ses autres frères et sœurs. Ils sont menés à la baguette, personne ne rigole quand le papa entre ou quand il sort de la maison. C'est limite le règne de la terreur, et Marvin dira plus tard que c'était comme vivre avec un roi cruel et puissant, parce que oui, le père de Marvin à cette époque-là est puissant au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un pasteur pentecôtiste issu d'une église extrêmement rigoureuse, très stricte, très carrée. Les enfants n'ont pas le droit à l'erreur, surtout que justement les enfants de pasteurs ont la réputation, qui n'a d'ailleurs pas changé, de dès qu'ils peuvent s'extraire de ce carcan, fuir et devenir vraiment les opposés de leurs parents. C'est pour ça que le père s'assure que les enfants ne nuisent pas à l'image de guérisseurs qu'ils se donnent, parce que c'est vraiment un espèce de petit pacha de leur entourage. Et Marvin l'inquiète le plus parce que c'est Marvin qui est le plus turbulent, c'est Marvin qui est le plus rebelle, c'est Marvin qui pourrait plus ou moins atteindre à son image, et c'est pour ça que même si les deux portent le même nom, une rivalité s'installe entre le père, cette espèce de star de l'église, et le fils dès son plus jeune âge. Là, la voix qu'on entend, c'est la voix fabuleuse du petit Marvin Gaye, 5 ans, qui résonne dans une église. Lui aussi donc commence à avoir son petit capital de célébrité à travers le chant. C'est dans le domaine de son père malgré tout, mais à la fin du service, très souvent on dit au pasteur, vraiment votre petit-fils Marvin là est incroyable. Le pasteur n'est pas super impressionné par ça. Par contre, la mère de Marvin, Roberta, regarde son fils avec les yeux perlés, elle est super fière de lui, et Marvin, voyant que sa mère est super fière de lui, continue dans cet état-là, et chaque fois qu'il repart à l'église, il montre ses capacités de chanteur qui s'améliorent d'année en année. Papa reste froid, leur relation se dégrade parce qu'il est toujours aussi strict avec lui, mais de l'autre côté, maman l'encourage, maman lui dit de continuer, donc il le fait. Et quand Marvin commence à avoir 12-13 ans et qu'il va vers l'adolescence, il y a quelque chose qui le gêne chez son père. C'est-à-dire que depuis qu'il avait rencontré ce monsieur, c'était toujours lui qui créait la gêne. C'était toujours lui qui n'était pas assez bien, qu'on fouettait tout le temps, qui était récalcitrant. Et maintenant qu'il commence à avoir aussi sa petite manière de penser, sa liberté, ses amis, il se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche chez ce fameux père. C'est-à-dire que quand la nuit tombe et qu'il n'y a plus personne, Marvin Gaye, Seigneur, se travestit. Rien que ça. Le pasteur super sévère, rigide, là, a l'habitude de se travestir. Et pire encore, malgré le fait que, effectivement, il ait cette notoriété dans la communauté qui ne change pas, il se fait encore une fois passer pour un guérisseur, les voisins, les gens le savent en fait. Les gens savent que très souvent, le père de Marvin se balade en talons, en jupe, ce genre de choses. Et Marvin, ça le rend fou parce que nous sommes dans l'Amérique des années 50, il commence à avoir honte de son père et il commence aussi à avoir un peu la contradiction. C'est-à-dire que ce père super sévère, lui-même dans la tête de Marvin, il est un peu déviant vu qu'il est la cause des moqueries que Marvin a, tout en étant de l'autre côté un peu hypocrite vu la sévérité qu'il montre à chaque fois qu'un de ses enfants fait un écart, leur promettant même dès le plus jeune âge que le jour où quelqu'un d'eux irait très loin dans la dégradation de son image ou alors oserait le toucher, lui rendre un coup, il les tuerait. Donc pour Marvin, ce n'est pas cohérent et leur relation continue à se distancer juste au moment où effectivement Marvin décide de quitter la musique gospel pour se lancer dans une carrière musicale populaire, ce qui va être un crime pour le pasteur travesti, parce que le pasteur travesti va trouver horrible un manque de respect à Dieu. Et encore une fois, parce que je vous connais avec moi, je suis pas ici en train de vous dire que si tu es travesti, Dieu ne t'aime pas et ce genre de choses. Mais dans le cas présent, soyez un peu honnête, on voit l'hypocrisie du truc, on la pointe. Le pasteur qui porte les talons la nuit là, vient dire à son fils que là, tu vas être détruit par Dieu si tu changes de créneau musical. Et le fils ne l'écoute pas, ça continue de distancer leur relation. Et Marvin, soutenu par sa mère, va commencer à démarcher les labels jusqu'à arriver à la fameuse Motown.
La Motown, c'est la quintessence, le bijou, le end of the road de Boyz II Men. Vous voyez les riffs de Wanya vers la fin là en fait. Vous voyez les riffs qui vous percutent le cœur là. La Motown en fait, c'est ces riffs là, mais pour l'industrie musicale américaine. C'est-à-dire que c'est le cœur de tout. C'est la raison pour laquelle je suis ici en train de vous parler, parce que ce label afro-américain qui structure l'identité visuelle, sonore et artistique des Noirs qui doivent conquérir le grand public américain va avoir un impact fou qui perdure encore jusqu'à nos jours. Et justement, Marvin, qui fait 2-3 groupes musicaux avant d'y arriver, à la base, est pas non plus vu comme la superstar. D'ailleurs, lui-même ne se prédestine pas totalement à ça. À la base, il veut d'abord reprendre des standards du jazz. Il est bassiste, puis pianiste sur plusieurs scènes. Et donc, il n'a pas encore l'un des premiers rôles. Mais il compte bien l'avoir. C'est pour ça que dès qu'il arrive plus ou moins à séduire la sœur de Berry Gordy, qui est le grand patron du label, il frappe un grand coup parce qu'elle va l'aider à progressivement faire évoluer cette carrière. Elle a quasiment 18 ans de plus que lui, elle a un vrai impact dans l'industrie et beaucoup de gens y voient justement une sorte de promotion studio, mais il n'y a pas que ça. Non seulement Marvin dit avoir une vraie affection pour Anna Gordy, mais surtout au moment où il commence cette relation, elle va plus ou moins l'aider à faire d'une pierre deux coups. Dès qu'il arrive dans le label, on ne le prend pas forcément au sérieux parce qu'il y a énormément de rumeurs sur sa sexualité. Il y a même des chanteuses qu'on appelle pour leur dire « Ah, le nouveau là, le Marvin Gaye là, apparemment, il préfère les hommes, c'est pas un hétérosexuel. » And I want to phone and what I got there to say. Did you know that Marvin was gay? Et ça l'embête parce que lui, il veut être un lover, ça l'embête parce que c'est mal vu à l'époque, et ça l'embête aussi parce que, vous suivez bien la vidéo, ça lui rappelle son père. C'est-à-dire qu'il y avait souvent des rumeurs sur son père, travesti, est-ce que son père est vraiment hétéro? C'était très mal vu, il veut pas être collé à cette image. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour pouvoir à la fois faire taire ces rumeurs, mais aussi se démarquer de son père, il va devenir Marvin Gaye. Parce qu'en réalité, le vrai nom de Marvin Gaye, que vous allez voir à l'écran, c'est Marvin Gaye. C'est leur nom de famille. Et comme ce nom-là le renvoyait à une sorte de sexualité et entraînait des rumeurs, il va rajouter un E pour à la fois faire taire les rumeurs, mais aussi pour se démarquer de son père. Il n'est plus simplement Marvin Gaye Jr., il est Marvin Gaye, l'homme de la soul, le romantique qui déboule dans le label et qui à partir de 1963 va commencer à faire fureur et à enchaîner les succès. Motown, au vu de toutes les légendes signées à cette époque-là, Diana Ross, Gladys Knight, Smokey Robinson, on pourrait le dire, c'est l'église du R&B, l'église de la pop culture de l'époque. Et Marvin qui entre et qui commence aussi à y installer sa petite chapelle bien romantique en enchaînant les succès qu'on détaillera parce que c'est une folie artistique, la richesse et le fait que progressivement il prend du galon et y installe véritablement son identité artistique parce que les rapports entre Anna Gordy et lui ne sont pas totalement faciles. Elle est souvent abusive, elle lui crie dessus, c'est-à-dire que si c'était un deal de promotion studio, il n'est pas forcément aisé pour lui. Mais au fil des années et au fil d'albums, When I'm Alone, I Cry, Hello Broadway ou encore certains hommages à Nat King Cole, sa notoriété augmente, sa paroisse grandit et en 1968, il y a totalement un shift dans sa popularité avec la fameuse chanson que vous connaissez tous, ce monument, qui d'ailleurs avait été sorti par Gladys Knight and the Pips l'année d'avant, mais la version de Marvin va totalement le propulser à ce stade de sa carrière. I heard it to the grapevine. À partir de là, il veut prendre plus d'ampleur dans l'écriture, dans la composition de ses disques. Et logiquement, ce qui se passe dans sa vie au-delà de la carrière, c'est que ce statut qu'il obtient dans la musique est mis en parallèle par rapport à sa propre vie et par rapport à son propre père. L'église maintenant qu'il a construit dans la musique, cette espèce de monument que lui il est en train de devenir, est
super encouragé par la mère Roberta, super fier de son fils, mais le père a toujours un petit truc à redire. Il n'est pas totalement fier des albums, il n'est pas toujours très reconnaissant de ce que lui apporte Marvin derrière, et il se sent souvent en insécurité face à ce grand succès. C'était lui la star à la base, c'était lui qui avait l'église, c'était lui qui donnait les coups, et maintenant c'est Marvin, le junior, qui non seulement a réussi avec ce petit twist, ce petit E, à un peu se démarquer de lui et à devenir l'homme qui est provide, l'homme qui est célèbre, l'homme qui est reconnu, même si dans sa vie personnelle, on commence à voir des failles à partir de 1970, quand Tammy Terrell, avec laquelle il a une relation extrêmement forte, meurt, il tombe en dépression, et c'est après cette dépression et après s'être repensé artistiquement qu'il fait What's Going On, qu'à la base, la Motown ne veut absolument pas sortir et qui va devenir ce disque mythique, sa plus grosse vente. En quelques jours, il fait quasiment 500 000 exemplaires. Il devient à ce moment-là l'une des plus grosses ventes de toute l'histoire de la Motown sous sa propre direction artistique, parce qu'à la base, le label ne veut pas sortir cet album parce que c'est pas un album joyeux, pop, sexy, funky, romantique en fait. C'est un album qui parle de questions sociétales. Berry Gordy n'est pas d'accord au début. Marvin insiste, il gagne aussi bien artistiquement avec le succès critique qu'en termes de succès commercial. Et la ville où il a grandi, la ville où vivent ses parents, veut le voir revenir. Le jour où on lui attribue ça, Marvin est fier de ce qu'il a accompli, fait venir son père, il fait venir sa mère, les photographes sont là, il y a quelques photos. Et dans cet instant-là, en 1972, il y a comme une sorte d'apaisé, de réconciliation. La famille se réunit pour le meilleur. Marvin va même leur acheter une immense maison sans savoir justement que le pire les y attendra. Oui, c'est bizarre, hein, Marvin Gaye qui court sur une petite plage 10 ans après la dernière fois qu'on l'a vu en 1972. Et entre ces 10 années, beaucoup de choses se sont passées. Marvin, qu'on voit au summum de sa carrière après What's Going On, commence à avoir des périodes beaucoup plus sombres. Il divorce d'Anna Gordy, ce qui est un traumatisme dans sa vie et dans sa carrière. Et il commence à vivre une sorte de grand 8. C'est-à-dire qu'il a de très grands hauts parce qu'il réussit encore à avoir de gros succès comme Let's Get It On. Et juste après, il a de très grands bas. Sa vie, c'est ça. D'un coup à l'autre, voilà. Et tout ça s'accompagne d'une consommation de stupéfiants qui a progressivement gradué. Et pareil, cette consommation de stupéfiants n'échappe pas au caractère extrême de la chose. C'est-à-dire que quand Marvin est défoncé avec la farine, il est défoncé à un niveau qu'on a rarement connu. Quand Marvin revient et qu'il doit retravailler, Marvin revient et il est absolument spectaculaire, séduisant, charmant, comme le Marvin du premier jour de l'église. Sauf que ce niveau de vie-là, le fisc américain ne le comprend pas, il ne comprend pas le grand 8. Donc Marvin, à partir de 1977, après son divorce, se retrouve absolument criblé de dettes. Il ne peut plus payer ses créanciers, il finance la maison qu'il a achetée pour ses parents et dans laquelle ils vivent, mais le niveau de vie est plus exactement ce qu'il pensait au début, donc le regard que porte son père sur lui n'est plus tout à fait le même. Déjà que les relations sont toujours tendues, là, c'est particulier et il n'y a pas d'aide à côté. C'est comme ça qu'il s'exile en Europe. D'abord à Londres parce qu'aussi le disco monte et il se dit que les Anglais sont plus réceptifs à la soul que les Américains le sont avec la montée du disco. Et finalement à Londres, ça ne se passe pas super bien. Il continue avec la farine, le mode de vie n'est pas ouf et finalement un producteur de soul qui vit en Belgique apprend que Marvin est là-bas, il va le rencontrer, il lui dit « Frère, quand on m'a dit que tu étais ici, je ne comprenais pas en fait. Comment le pasteur d'une église aussi incroyable, comment le Saint Graal, le Dieu que tu es, peut se trouver ici dans un tel état. Viens en Belgique avec moi, ça va te faire du bien. » À la base, Marvin dit « Ouais, pourquoi pas ?» Il veut y aller pour 2 semaines. Et il va finalement rester 18 mois dans cette petite ville belge où on va lui faire une totale détox. C'est-à-dire qu'il reprend un mode de vie sain, il court, on lui trouve des musiciens. Il est totalement éloigné des boîtes de nuit, des fêtes et tout ça. Non, Marvin redevient Marvin, il prend des forces, il compose, et des fois, comme c'est au bord de la mer l'inspire, les petites mélodies viennent, voilà, il a aussi des petites relations par-ci par-là, ça sent l'amour, ça sent le retour, et les vagues de la mer l'inspirent, tu vois, les va-et-vient des vagues de la mer, ça lui fait penser à autre chose, à un autre va-et-vient, il compose, et il va donc composer
la fameuse chanson. Là, je vous parle, je suis même ému d'en parler. Parce que je suis pas sûr que je sois digne d'en parler, en fait. Je suis pas sûr. Il faut avoir une certaine dignité, une certaine hauteur. Je suis pas encore sûr que j'y suis. En tout cas, Sexual Healing est composé en Belgique en 1981. Et il faut bien comprendre que le gars, il est en exil, en fait, parce qu'il doit à plein de gens. Il est pas sûr que ça va marcher. Motown l'a abandonné. Donc, en fait, c'est vraiment un retour artistique dans la galère, dans le panache, dans le stress. Mais il est entouré de personnes qui l'encouragent, qui le rassurent. Et finalement, donc, quand Sexual Healing va sortir, ça va devenir l'un des plus grands comebacks de l'histoire. Et d'ailleurs, son plus gros tube sur le moment aux États-Unis, c'est une folie méritée. Il n'y a pas de mots pour décrire Sexual Healing. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, Sexual Healing, c'est pas le genre de chanson qu'on devrait mettre à la disposition de tout le monde. En fait, il devrait y avoir des musées musicaux. Oui, je suis très sérieux. Ou, tu vois, comme la Joconde, là, vous pouvez pas rentrer chez vous avec la Joconde. Bah, en fait, on devrait faire des musées musicaux. Quelqu'un entre, on lui met l'appareil, le casque, il écoute Sexual Healing une fois. Comme il a vu la Joconde là, il part et après, il ne peut plus réécouter la chanson. Il peut juste y repenser, revivre les sensations parce que non, what a jam! Je milite pour qu'on supprime ça des plateformes de streaming là, même des albums, pour que les gens voient à quel point ce truc est précieux. Mais toujours est-il que l'album qui accompagne ce disque là s'appelle Midnight Love. Autre incroyable album, souvent discuté, mais pour moi c'est un très très grand album. Et il lui permet donc de faire ce retour depuis la Belgique que personne n'attendait. Nous sommes en 1982, l'album est un gros succès, il gagne un Grammy Award. Et à partir de ce moment-là, tout le monde se dit, Marvin est de retour, le game va trembler. Et finalement, juste après, les choses ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que Marvin, quand il rentre aux États-Unis et qu'il quitte cet équilibre qu'il avait trouvé en Belgique, commence à être moins focus, commence à assister moins souvent aux séances d'enregistrement. Il contacte Barry White pour lui écrire 2-3 chansons pour le prochain album. Et finalement, quand Barry White, heureux de travailler avec son idole, l'appelle pour lui dire « Les gars, j'ai les hits », il vient pas au studio. Un promoteur lui propose de faire la tournée pour l'album et au début, il est cool. Et finalement, il décide de prendre un promoteur qui lui propose de lui faire une avance énorme, c'est-à-dire qu'on lui donne 100 000 $, et une jeune fille, c'est-à-dire qu'il a une jeune fille pour ses besoins particuliers qu'il trouve assez jolie, et 100 000 $ à côté d'avance, ce qui lui permet donc d'assouvir et de reprendre la grande roue. Parce que la tournée qui commence en 1983, alors que au début, tout le monde te dit on vient assister au retour du spectre magistral, l'église rouvre ses portes, on va venir voir une sorte de déchéance d'un grand artiste qui tombe sur scène, qui est très très souvent totalement enfariné et qui commence à partir de ce moment-là à penser qu'on veut atteindre à sa vie. Il en est totalement sûr, c'est une totale paranoïa. Même les artistes de Motown qui reviennent le voir sur scène, il leur dit « j'ai 3 armes, j'ai plusieurs pistolets ». Il a plusieurs armes, toujours chargées sur lui, parce qu'il pense qu'on veut le tuer et ça surprend tout le monde. See, Marvin, in the last few months of his life, thought someone was trying to kill him. Oh, the drugs were making him paranoid. He was paranoid, and he thought someone was trying to kill him. He'd get on the elevator and punch every floor, so he wouldn't know what floor he got off on. Oh, wow. And he thought someone was trying to kill him, because the drugs had just taken him to that point. Quand cette tournée de comeback, qui est la tournée du désastre, se termine, c'est la catastrophe parce qu'il est encore plus endetté qu'il ne l'était avant. Il est totalement dépendant de la farine et il est en plus totalement en plein épisode paranoïa à dire partout qu'on veut le tuer, à se déplacer avec les armes. Et dans ce laps de temps extrêmement difficile sur sa 44e année, il décide de rentrer dans la fameuse maison qu'il a offert à ses parents. À ce moment-là, sa mère y vit seule. Son père arrive quelques temps après, en fin 1981. Et l'une des premières choses qu'il va donner à son père, c'est une arme. Parce qu'il en a plusieurs, elles sont toujours chargées. Et il dit à son père, on veut me tuer, il faut que tu aies une arme. Comme ça, si un jour on m'attaque, voilà l'arme, voilà les balles, sois prêt. C'est la toute première fois que son père, pasteur, touche une arme, mais il la garde au cas où. Les deux hommes donc cohabitent dans cette maison-là avec plus ou moins la mère et les 2 sœurs en arbitre. L'autre frère vit dans la maison voisine à la leur. La famille au grand complet est plus ou moins là et c'est
totalement électrique au point où les deux sœurs finissent par partir parce que Marvin Senior et Marvin Junior ne peuvent pas se supporter, s'insultent, s'injurient et Marvin aussi est dans un très mauvais état. Il fait venir des dealers, il s'entoure de gens pas fréquentables parce qu'il est toujours dans ces espèces d'épisodes où il croit qu'à tout moment on va attenter à sa vie et ce qui est renforcé par le fait qu'il tient une dépendance et sa mère lui demande d'aller se faire aider, il promet de le faire mais il ne le fait pas et dans ce moment précis, il y a un jeu inverse qui se fait. C'est-à-dire que finalement, le père de Marvin se dit « J'ai gagné. Toi, malgré toute la célébrité que tu as réussi à avoir, au final, tu es un raté. Regarde comment tu finis. » Les mots sont durs, les réponses aussi de Marvin sont dures. Et c'est dans cet écosystème-là que les deux hommes vont cohabiter pendant 4 mois jusqu'à la veille du 45e anniversaire de Marvin Jr. La personne qui frappe là, c'est la belle-sœur de Marvin Gaye. Elle a tout un plateau restaurant qu'elle veut donner à sa belle-mère, Roberta, la mère de Marvin. Elle lui a fait de bons petits plats, un bon petit déjeuner, surtout qu'elle a entendu que la nuit dernière, elle s'est disputée avec le papa. Donc voilà, elle veut lui faire plaisir. Et quand elle amène le petit déjeuner, la mère lui dit « Oh, franchement, c'est super gentil, mais il fallait pas le faire. Franchement, j'ai déjà mangé. Prends et va donner à Marvin Junior. » Et elle se dit, ok, je prends parce que la mère et le fils sont super proches. Donc du coup, elle va donner à Marvin Junior. Quand elle le fait, le père Marvin Senior regarde ça et elle dit qu'il regarde ça d'un très mauvais œil. Parce que selon elle, il est jaloux du fait que la mère ait dit de donner à Marvin Junior que donner à lui, le prêtre travesti. Toute la journée, il marmonne, il rouspète, il tempête, il fait les comptes et il reproche notamment à Marvin d'avoir tellement dilapidé son argent et d'avoir tellement de dettes sous le dos que peut-être que cette fameuse maison qu'on leur a offerte sera prise par le fils. Donc en fait, les rapports sont violents et il y a un problème justement au niveau de l'assurance. C'est sur ça qu'il a engueulé la mère Roberta la veille et c'est sur ça qu'il re-engueule la mère ce jour-là. Il crie sur la mère, il insulte la mère et Marvin qui a fini son petit déjeuner depuis plusieurs heures mais qui ne va pas bien, qui est vraiment dans une sorte d'épisode de paranoïaque, il continue de fumer, de se droguer. See, Marvin, in the last few months of his life, thought someone was trying to kill him. Décide à un moment d'aller défendre sa mère. Il monte dans leur chambre et il lui dit « C'est bon, arrête de la traiter comme ça. » Les deux hommes s'empoignent, ils s'insultent, ça va encore une fois très loin. Et là, Marvin, très vexé et aussi sous l'emprise de stupéfiants, frappe son père. Il le frappe, il le balance, il le jette par terre. Et quand Marvin Senior, le père, se retrouve par terre, ridiculisé, lui qui avait l'habitude justement de frapper ses enfants, qui leur avait dit toute leur vie, le jour où quelqu'un ose rétorquer ce genre de choses, bah vous allez voir, est complètement paniqué. Il est tellement paniqué, il voit rouge. Ce fils drogué, machin, qui l'emmerde depuis 4 mois et en plus, voilà, il lui prend un peu sa femme, bah il va repartir dans sa chambre à lui et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fameuse arme que Marvin lui avait offert pour le défendre en cas d'attaque. Il va prendre les balles que Marvin lui avait données, il va charger son pistolet, il va revenir dans la pièce, il va regarder son fils et il va tirer sur lui une première fois. Marvin va tomber et il va s'avancer vers son fils, il va se remettre au-dessus de son fils et il va retirer une deuxième fois sur son fils. Pas de la légitime défense parce qu'il a tout le temps d'aller dans la pièce d'à côté, de prendre, de charger le fusil, de tirer sur son enfant. Donc la scène est absolument effroyable. Vous imaginez l'état de Roberta qui en fait n'en revient pas et ce qu'elle fait c'est qu'elle court à toute vitesse chercher son fils qui habite dans la maison d'à côté et elle hurle et son fils sort du coup et son fils la voit crier et elle a juste le temps de lui dire il a tiré sur Marvin et elle s'évanouit. Et quand le frère arrive devant la maison, du coup il court aussi, son père descend, il s'assoit devant la maison avec son arme et il reste comme ça. Il trouve son père assis devant la maison avec son arme, juste comme ça. Il attend et il court donc pour chercher son frère Marvin. Et Marvin est allongé. Et selon le frère et la sœur d'ailleurs, Marvin aurait dit à ce moment-là qu'il avait sciemment poussé son père à bout, qu'il voulait que son père le tue parce qu'il en avait marre de vivre. Il faut savoir qu'en réalité, au cours des 2 derniers mois, Marvin avait déjà fait 2 tentatives de suicide sauvées par sa famille. Donc en fait, finalement, le geste selon son frère et sa sœur, c'était une manière de faire ce qu'il était lui-même incapable de faire et qu'il voulait faire depuis de nombreux mois parce qu'il ne supportait plus à quel point il était devenu dépendant de la farine. Et ça, c'est la version effectivement que la famille va livrer aux enquêteurs.
Parce qu'il y a une autre version du déroulement de cette scène où en fait, en réalité, quand le père de Marvin entre dans la fameuse chambre, il n'est pas simplement jaloux à cause du fameux petit déjeuner, il est jaloux parce qu'il trouve son fils dans une robe de chambre avec sa femme et qu'il imagine donc un rapport sexuel incestueux. Et c'est pour ça qu'il réagit mal et que quand Marvin l'envoie bouler, c'est donc pour ça qu'il vient pour se venger comme un amoureux éconduit et tuer son rival. Toujours est-il que la police arrive sur les lieux. Bien évidemment, l'affaire fait grand bruit parce que Marvin est une des plus grandes stars de la planète et que malgré tout, le père a une certaine notoriété. C'est quand même quelqu'un de connu. La mère va assez rapidement demander le divorce. Mais quand le père va être arrêté, c'est la famille et donc l'argent de Marvin Gaye, $30,000 qui va servir à payer sa caution. The young man who died tragically, and it was all his fault. You're free to go, Mr. Marvin Gaye Senior ne fera jamais de prison. Il sera condamné à 6 ans de prison avec sursis. Il fera 5 ans de probation, mais il ne sera jamais incarcéré. Il va argumenter sur le fait que Marvin l'avait violemment frappé avant qu'il ne porte les fameux coups de feu. Le fait qu'on retrouve de la cocaïne et plusieurs autres drogues dans le sang de Marvin va aussi dans un sens jouant en sa défaveur parce qu'il va dire que son fils était comme une sorte de bête humaine. Le fait qu'il y avait aussi eu des tentatives de suicide soutenues par la mère et le frère de Marvin va aussi aller dans son sens en disant que finalement c'est peut-être encore une fois un moyen pour Marvin de partir par la responsabilité de son père. Et c'est en réalité le doute de cette histoire parce qu'en réalité il y a toujours énormément de mystères autour de ça parce que la toute première réponse lorsque les policiers posent les questions au père sur ce qui s'est passé, comment il l'a vécu, on lui demande vers la fin « Aimiez-vous votre fils ?» et il va répondre une réponse qui va choquer énormément de gens. Disons que je ne les détestais pas. When the police came and they asked what happened, and they asked his father if he loved his father said, let's just say I didn't dislike him. Et cette réponse-là qui va ensuite agrémenter au procès suite aux avocats en disant finalement qu'il regrettait son geste, qu'il respectait Dieu et que s'il pouvait faire revenir son fils, il le ferait. En fait, malgré tout, le fait que sa première réponse ait été « disons que je ne le détestais pas », va marquer l'histoire parce que tout le monde se dit toujours quelle froideur pour un homme qui vient de commettre un filicide en fait. Comment est-ce que tu peux tuer ton enfant de tes propres mains? Et finalement quand on te demande si tu l'aimais, tu as une réponse aussi froide, aussi détachée. Plus encore quand il s'agit d'une superstar comme Marvin Gaye, dont la carrière continue d'être super prolifique. Bien évidemment, son catalogue va couvrir super largement toutes les dettes. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur les circonstances dramatiques de la mort de Marvin Gaye. Vous pouvez me donner chacun vos avis, chacun vos ressentis. Qu'est-ce que ça vous inspire de base? Il y a toujours une sorte de doute. Moi, j'aurais toujours un doute sur la famille de Marvin Gaye parce que je me dis aussi que c'était un pasteur et que les enfants éduqués dans la religion, c'est difficile parfois aussi d'aller dire que papa a fait ceci. C'est-à-dire que je n'ai pas de doute sur le fait que Marvin était enfariné. J'ai un gros doute sur le fait qu'il ait dit à son frère je voulais que papa me tue, mais dans le même temps, c'est vérifié que Marvin était suicidaire et paranoïaque à cette époque-là. Donc, je n'ai aucune certitude. La seule certitude que j'ai par contre, c'est que la plupart des gens dans l'histoire qu'il raconte disent que Marvin a été tué parce que son père le pensait gay. Alors qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que non, c'est leur nom de famille qui est gay et la personne dont on doutait de la sexualité, ce n'était pas Marvin, mais ça a toujours été le père. Et c'est d'ailleurs justement pour ça qu'il s'appelle Marvin Gaye. C'est parce qu'en fait, ça le suivait toute sa vie et qu'il a voulu s'en libérer et est devenu cet immense artiste que j'adore, que certains d'entre vous peut-être aussi adorent. Donnez-moi vos chansons préférées, vos ressentis sur cette affaire absolument tragique. Est-ce que ça aurait pu être évité selon vous s'il était resté en Belgique? Vous pensez quoi aussi de l'éducation du père qui éduque ses enfants dans quelque chose d'hyper strict, voilà, vraiment carcéral, et qui finalement lui-même n'est pas parfait en fait. Donc que pensez-vous de ça, de cette histoire? Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, et c'est purement personnel, mais le fait qu'il ait tiré 2 coups de feu, c'est quelque chose qui me traumatise jusqu'aujourd'hui parce que je me dis que, et il le raconte, il dit que le premier coup de feu, c'est parce qu'il a l'impression que Marvin ne le sent pas. Donc il veut tellement que Marvin le sente qu'il retire sur lui. Je me dis, putain, merde quoi. Ton enfant. Let's get it on.